De retour, dites alléluia, alléluia. Me voilà de retour, les amis. J'espère que vous allez bien. Je m'excuse d'avance, je suis pas rasé. Voilà, je suis pas tip top, mais ça fait 4000 ans que j'avais envie de tourner cette vidéo. Je devais pas revenir avec cette vidéo à la base. J'avais prévu un top 10 de mes jours préférés, mais finalement, je me suis rendu compte que c'était pas hyper intéressant de me justifier là-dessus. Donc, je reviens avec la vidéo de l'originalité, puisque je vais parler d'un club dont on n'a jamais parlé, euh, le Paris Saint-Germain, bien entendu, avec un top, enfin, l'équipe type de l'histoire des joueurs du Paris Saint-Germain. Et je devrais revenir avec le top, mes versions avec l'OM cette fois-ci, donc. Mais voilà, il faut que je prenne un peu plus de recul là-dessus parce que je vous avoue que j'ai un peu plus de mal à confectionner un 11. Donc, donc voilà, voilà. Euh, il y aura quand même le top 10 de mes jours préférés en fin de vidéo pour le watching, pour le watch time. Mais on est parti donc pour une vidéo sur l'équipe type de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et donc je mets Keylor Navas dans les buts parce que arrêt mémorable pendant le quart de finale contre l'Atalanta. Il y a des arrêts phénoménales contre Barcelone qui aura évité une énième remontada, on ne sait pas la combienième d'ailleurs. Contre le Bayern, c'est absolument un miracle. Je pense que voilà les arrêts qui sortent ce soir-là contre le Bayern. On n'avait pas vu tel miracle depuis Moïse écartant la mer en deux. Euh, voilà, grand artisan des deux titres de champion de France, voire trois qu'il a gagné en tant que titulaire, puisque l'année dernière il se partageait le poste avec l'ami Didio Donnarumma. Euh, mais donc voilà, ouais, voilà, très très bon sur sa ligne, défaut au jeu au pied, voilà, c'était pas. Il n'a pas le meilleur jeu au pied du monde, loin de là, mais bon, on en a déjà parlé, on va pas revenir là-dessus. Euh, j'ai hésité vite fait avec Joël Batz, grand gardien de l'équipe de France, voilà, qui aura accompli quelques trucs sympathiques avec le Paris Saint-Germain, puisqu'il aura ramené le premier titre de l'histoire du club, le premier titre de Ligue 1 en 86. Et j'ai vite fait hésiter avec Salvatore Sirigu, qui a été un peu jeté comme un malpropre du Paris Saint-Germain, selon moi. Mais bon, je pense on va pas remuer le couteau dans la plaie. Euh, je vais commencer à droite et après on ira à gauche. Alors, je vous préviens, supporters parisiens, s'il y en a devant la vidéo, pour ce qui est du latéral gauche, mouillez-vous la nuque, faites quelques tractions, voilà, arriérez-vous les dessous de bras, je sais pas, faites des trucs, parce que je pense qu'il y en a qui vont faire des AVC. Mais je me devais personnellement de le mettre, je le trouve très très bon. Il a subi un bashing que je n'explique pas quand il était au Paris Saint-Germain. Donc voilà, on va commencer à gauche donc avec Maxwell. On va commencer à droite plutôt. À droite, oui. À droite, donc avec Maxwell. Je me voyais pas mettre quelqu'un d'autre. Honnêtement, je voyais pas qui je pouvais mettre. Mes joueurs hyper solides sur les appuis, hyper techniques, voilà, qui, euh, qui aura complètement craqué mentalement à chaque fois en Coupe d'Europe, mais super joueur visuellement, mais il aura quand même contribué à pas mal de titres de champion de France. Donc voilà, je vois pas trop qui j'aurais pu mettre à la place tellement.
Donc voilà, Maxwell, le Brésilien. Donc à droite. Oula, j'ai du mal avec ma droite et ma gauche là. Euh, donc à gauche, j'espère que vous vous êtes mouillé la nuque. Puisque je vais mettre Thomas Meunier. Alors j'avoue que mettre Thomas Meunier dans un 11 type, c'est bizarre parce que généralement quand tu dis 11 type, tu penses à des grands joueurs. Non pas que Thomas Meunier soit une pipe, loin de là. Si je le mets dans le 11, c'est que c'est loin d'être une pipe. Mais voilà, tu penses à grands joueurs, tu penses pas à Thomas Meunier. Je mets Thomas Meunier parce qu'honnêtement, je vois pas qui mettre d'autres. Euh, je sais, je vois des gens là qui sont, je sais pas pourquoi, en ce moment, ils sont à fond sur Serge Aurier. Genre, Serge Aurier, c'est pas du tout le mec qui avait fait le périscope pour insulter Laurent Blanc. Voilà, mais apparemment, certains supporters du Paris Saint-Germain aiment bien qu'on vienne insulter leur entraîneur. Donc très bien, mais Thomas Meunier, parce que je trouve que c'est un joueur qui a pas fait beaucoup d'erreurs en championnat, alors comme tous ses petits copains, j'ai l'impression de me répéter, il a souffert en Ligue des Champions, le mot est faible, mais sinon, je me souviens que voilà, c'était un joueur tout le temps fiable, hyper complet, que ce soit défensivement, offensivement, qui avait toujours un super placement, euh, qui voilà, délivrait pas mal de passes décisives dans une saison, marquait même pas mal de buts et pas mal de buts importants, notamment quand le PSG était en difficulté. Je crois qu'il avait marqué un doublé, notamment contre Dijon, quand le Paris Saint-Germain menait 2-0 lors de la saison 2018-2019. Moi, c'est un joueur que j'aime bien, qu'à chaque fois que j'ai vu jouer, que je l'ai vu jouer en Ligue 1, c'est-à-dire pas mal de fois, parce que je regarde pas mal le Paris Saint-Germain, je trouvais bon. Donc pour moi, il a toute sa place. Et voilà, me dites pas Juan Bernat, parce que Juan Bernat, oui, il se donne, mais il a du mal à brancher son cerveau, des fois, excusez-moi. Il suffit pas de courir comme un dératé et de faire quelques passes décisives. Il faut un peu plus que ça. Donc voilà. En défense centrale maintenant, je mets Ricardo, le Brésilien qui a été champion de France en 94, si je dis pas de bêtises, qui a gagné 2 ou 3 Coupes de France, qui fait partie de l'équipe, la première équipe qui a été en demi-finale de Ligue des Champions en 95, défaite face à l'AC Milan. Et du peu que j'ai pu voir à droite, à gauche, dans des archives, bah ouais, bon joueur, très bon palmarès. Il y a une certaine logique qui voudrait que je mette peut-être Thiago Silva à la place, dans le sens où, oui, le gars a des capacités d'anticipation absolument dingues, mais par rapport à ce qu'on pouvait attendre d'un gars comme lui, et je pourrais mettre Marquinhos dans le même panier, hein, euh, je le mets pas dans ce 11 en fait. Il y a trop de déceptions et je pense que le fait qu'il porte le brassard rend le joueur moins mythique, entre guillemets, qu'il n'aurait pu l'être. Donc voilà, je ne mets pas Thiago Silva dans ce 11. Et pour accompagner donc l'ami euh, en question, l'ami Ricardo, j'étais à deux doigts d'oublier son nom, donc vous, je vais mettre Alain Roche parce que très bon aussi, parce que pas mal de Coupes de France. D'ailleurs, j'ai dit qu'il avait gagné 3 Coupes de France. Je crois que c'est Alain Roche qui a gagné 3 Coupes de France avec le Paris Saint-Germain. Et Ricardo, il a 2 Coupes de France. Voilà, voilà.
Mais ouais, voilà, j'aurais pu mettre Marquinhos, j'aurais pu mettre Alex à la limite, qui était passé au Paris Saint-Germain entre 2012 et 2014, mais les prestations indigentes, les erreurs de placement de U13 en Ligue des Champions font que je ne peux pas les mettre décemment dans le 11, quand bien même, voilà, certains supporters du Paris Saint-Germain me diront que Ricardo a fait aussi des erreurs en Ligue des Champions, notamment dans cette demi-finale face à l'AC Milan. J'estime que mentalement, les gars, c'était quand même autre chose et il t'apportait plus de garanties sur un match que Thiago Silva et Marquinhos, qui pouvaient être adeptes de ballons un peu mous, un peu pas très bien donnés, quoi. Bon, Marquinhos peut-être plus que Thiago Silva, vous me direz, mais voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Euh, Au milieu de terrain, euh, j'ai mis Suzic, voilà, qui est un super joueur. Voilà, excellent passeur. J'ai mis Rai aussi également. Alors, pour l'attaque et pour le milieu, j'ai pas fait poste par poste. J'ai mis trois milieux, trois attaquants, sans réfléchir au poste. Je trouvais ça plus logique d'une certaine manière. Mais voilà, je mets Rai parce que un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue 1, joueur qui se donnait à chaque fois à fond sur le terrain de ce que j'ai pu voir. Donc, voilà. Euh, et j'aurais pu mettre d'autres mecs. euh, mais en fait, je trouve que Ronaldinho a fait passer un cap euh, dans, euh, dans les joueurs qu'ont acheté le Paris Saint-Germain par la suite. Donc, pour le meilleur et pour le pire, vous me direz, mais sans la qualité technique de Ronaldinho, on n'aurait jamais eu des Neymar, des Messi, des Mbappé au Paris Saint-Germain, pour le meilleur et pour le pire. Donc, mais voilà, je trouve que c'est un joueur, même au Paris Saint-Germain, enfin, je veux dire, c'était déjà un niveau absolument stratosphérique. Euh, J'ai hésité à mettre Matuidi, que tout au long de sa carrière, j'ai trouvé vraiment très fort au Paris Saint-Germain, que ce soit en phase de poule de Ligue des Champions, en Ligue 1, voilà, joueur qui pouvait courir un marathon. Ça change des joueurs qu'il peut y avoir au milieu de terrain en ce moment. Mais voilà, là où ça pêchait, bah voilà, c'était mentalement en Ligue des Champions, dans les gros matchs, match aller-retour, vous connaissez. Et pour cette raison, j'ai du mal à le mettre dans le 11. Donc voilà. Euh, on va passer aux attaquants, donc. Et là, va peut-être y avoir un peu de débat. Parce qu'en pointe, je mets Pedro Miguel Paoletta à la place de Zlatan. Je mets Pedro Miguel Paoletta parce que c'est un mec qui a tout connu avec le Paris Saint-Germain, euh, et qui a toujours été performant, qui a toujours marqué énormément de buts, qui avait une facilité à enchaîner après le contrôle, qui avait une vision hyper efficace, hyper rapide, qui voyait tout de suite le positionnement du gardien. Voilà, c'est un joueur qui a aussi bien connu le maintien que la Ligue Europa, voilà. Et la Ligue des Champions aussi, il me semble qu'il a connu deux, trois, une ou deux épopées, enfin, une ou deux campagnes en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Euh, et
un peu en comparaison à ce qu'on voit au Paris Saint-Germain, il me semblait évident de mettre un joueur très professionnel dans ce 11. Et Pedro Miguel Paoletta l'était. Et puis voilà, super altruiste. J- pff, j- J'allais faire une comparaison avec Benzema, mais oublié peut-être. Mais voilà, Pedro Miguel Paoletta à la place de Zlatan, parce que l'accomplissement de Zlatan est incroyable. Le nombre de buts qu'il a mis en seulement 4 ans est absolument phénoménal. Mais les défenseurs de Ligue 1 à cette époque-là lui laissaient quand même la part du lion. Donc voilà, et voilà, c'est un joueur qui a quand même été assez décevant en Ligue des Champions, qui ne se dépensait pas pour le collectif, on va dire, euh, qui restait un peu toujours dans la même zone, qui avait du mal à bouger, qui avait du mal à éliminer, qui avait du mal à, ouais, à surprendre les défenseurs adverses. Voilà, et le fait que Zlatan est pour moi à la fois le détonateur du renouveau du Paris Saint-Germain dans les années 2010, mais aussi celui qui aura précipité le Paris Saint-Germain dans la starification excessive qu'on peut voir chez Neymar. Voilà, les bonnes grosses soirées à Bougival, voilà, où c'est carnaval. Euh, et, euh, et par sa personnalité et par l'image qu'il a envoyée à ses coéquipiers, qui était celle du monstre, il y avait aussi ce truc de le gars se permet de tout faire, donc nous aussi nous pouvons nous comporter comme ça. Et c'est un espèce de truc qui, je trouve, reste un peu dans les travées du Parc des Princes et du Camp des Loges chez les joueurs. Donc, voilà la raison pour laquelle je ne mets pas Zlatan, l'ami suédois, dans ce 11. Euh, donc ensuite, je mets Georges Weah, le premier ballon d'or de l'histoire du Paris Saint-Germain. Euh, voilà, qui était un super joueur. Je pense qu'il n'y a pas grand débat. Il a gagné pas mal de trophées avec ce club, pas mal de Coupes de France. Je ne sais plus combien, deux, trois, il me semble, et champion de France en 94. Voilà, le deuxième titre de champion de France de l'histoire du club. C'est vrai qu'à cette époque-là, il n'y avait que 2 titres de champion de France pour le Paris Saint-Germain, ce qui peut paraître assez paradoxal au vu du nombre de Coupes de France qu'ils ont remportées. Euh, mais donc voilà. J'aurais pu mettre Di Maria à la place éventuellement, mais le truc, c'est que Di Maria, malgré le record de passes décisives, malgré des matchs absolument incroyables, je me souviens d'un triplé qu'il avait failli mettre si Kylian Mbappé lui avait laissé le penalty face à l'OM. Voilà, enfin des matchs absolument dingues en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Mais le problème étant sa mentalité parfois défaillante, le fait qu'il pétait parfois des durites et quelques occasions manquées dont j'espère aujourd'hui les supporters parisiens ne lui tiennent pas trop rigueur au vu de ce qu'il a réalisé dans votre club, du nombre de grands matchs qu'il a fait. Voilà, je pense notamment à ces 2 occasions ratées au retour face à Barcelone, qui sont quand même assez grosses, mais voilà, il y a quand même des matchs où il est impactant, ne serait-ce que le quart de finale face à Leipzig.
Voilà, où il marque un but important puisqu'il va permettre au Paris Saint-Germain d'accéder à sa première finale en Ligue des Champions. Et donc le dernier joueur de ce 11, les amis, c'est bien évidemment, je dis bien évidemment parce que pour moi aujourd'hui il y a pas de débat. Je ne sais pas qui on mettrait en tout cas au classement du meilleur joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain, mais en tout cas il ferait partie de la discussion. C'est bien évidemment Kylian Mbappé, meilleur buteur de l'histoire du club, quatrième meilleur passeur décisif, alors qu'à la base c'était pas un joueur qui était destiné à être hyper bon dans l'exercice, hyper doué. Au final, on se rend compte qu'il l'est. Voilà, alors c'était un joueur qui avait une qualité de passe quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, mais qui n'était pas de ce niveau-là, même s'il y a un peu moins de passes décisives cette saison, par exemple. Mais recordman de buts dans l'histoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, que ce soit tout confondu ou ne serait-ce qu'en phase finale, artisan, artisan intermittent, on va dire, parce qu'il était un peu blessé, mais artisan quand même de la qualification pour la première finale de Ligue des Champions de l'histoire du club, triplé contre Barcelone en huitième de finale, doublé, match, match, j'ai presque envie de dire match somme, même s'il n'avait pas marqué ou fait de passe décisive contre match somme en club contre le Bayern au retour au Parc des Princes, où je trouve qu'il avait été d'une intelligence rare. Euh, voilà, nombre de buts en Ligue 1 assez conséquent. Dribble absolument fou. Alors parfois il a tendance à en faire trop, mais ça fait partie du personnage et voilà, quand il faut planter les buts, il est là. Joueur ultra endurant, décisif dans le Money Time, qui plus est dans les arrêts de jeu, puisque c'est le meilleur marqueur de l'histoire du Paris Saint-Germain dans les arrêts de jeu notamment. Enfin, à la limite, on s'en fout que ce soit le meilleur de l'histoire, mais il est très décisif dans ces moments-là. Il y a eu pas mal de critiques sur son match contre Rennes, puisque quand je tourne cette vidéo, on est 5 jours après. Mais la manière dont il vient redescendre pour créer les espaces sur les côtés, pour ouvrir des petits espaces dans l'axe, c'est absolument phénoménal. Et puis c'est un amoureux du club. Voilà, il en est presque. C'est presque un amour maladif pour ce club et je pense, sans utiliser de grande expression, que le fait de rester dans ce club devient peut-être un peu malsain pour lui. Je mets ça entre énormes guillemets. Et ça devient aussi malsain pour le club euh, qui reste donc dans ses souliers en se disant bon, bah, c'est pas grave, il y a Kiki de Bondy. Et donc voilà, ça va le faire. Endormissons-nous. Endormissons-nous. C'est comme ça qu'on. J'ai un doute là. Endormissons-nous sur nos lauriers. Euh, voilà. Sauf que c'est pas comme ça que fonctionne un club. Voilà, voilà. J'ai réfléchi à mettre un entraîneur, mais honnêtement, je ne sais absolument pas qui choisir. Euh, J'avais pensé à Thomas Tourelle, les amis, qui a toujours plus ou moins essayé de se mettre en travers des joueurs. Alors parfois avec réussite, parfois non, parce qu'il avait plus les capacités pédagogiques, on va dire, de le faire. Mais entraîneur qui a toujours réussi à proposer en termes de jeu quelque chose d'un peu intéressant malgré le folklore qui régnait autour de lui.
Voilà, grosse dédicace à Antero Henrique. Voilà, qui, bah, on ne sait pas ce qu'il fait au Paris Saint-Germain d'ailleurs, Antero Henrique. Est-il à la plonge? Fait-il le ménage? C'est quoi son rôle? On ne sait pas. Voilà, si quelqu'un peut me dire dans les commentaires, on ne sait pas quel est son. On est donc parti pour le top 10 des joueurs que je préfère regarder. C'est pas le top 10 de mes joueurs préférés, mais vous avez compris l'idée. En 10e place, donc on a Bastian Schweinsteiger. En 9e, Erling Haaland. En 8e, Thomas Müller. En 7e, Luis Suarez. En 6e, Raheem Sterling. En 5e, Rakitic. En 4e, N'Golo Kanté. En 3e, Xavi. En 2e, Iniesta. En 1er, Lionel Messi. Voilà, c'est le top 10 des joueurs que je préfère regarder, que j'ai préféré regarder depuis que je suis le football, c'est-à-dire depuis 2010. Donc voilà, il y a des plus anciens, il y a des plus récents. Donc voilà, comme ça vous avez une idée un peu des joueurs que j'aime. Et voilà. Je vais conclure cette vidéo parce qu'on a le temps de faire une sieste tellement elle est longue. Euh, voilà, profitez des beaux jours qui arrivent, allez cueillir des pissenlits. Et je reviens bientôt pour une vidéo peut-être un peu plus travaillée parce que là c'est le fouillis. Toutes les infos ne sont pas forcément bonnes. Mais voilà, prenez soin de vous. Bisous bisous.